qui a eu aussi beaucoup un joli palmarès quand même avec l'équipe de France, et c'est pas fini, parce qu'il est toujours en place. Pour le moment, oui, peut-être tout à l'heure quand je sortirai. Et donc, si vous voulez, à partir de 2009, Thomas Larblanchet, champion du monde. En 2011, donc Maude Gobert, championne du monde, avec vice-championne du monde Aurélia Truel. En 2013, Nathalie Mauclair, qui est championne du monde. Patrick Bringer finit 3e en 2011 et 3e en 2013. Et en 2015, Sylvain Court, donc champion du monde. Chez les filles, on bascule, c'est toujours Nathalie Mauclair, mais Caroline Chavreau qui finit seconde. Et en 2016, Caroline Chavreau est championne du monde. Et Nathalie, allez, 4, oui. Et puis cette année, il y a eu Nicolas Martin qui finit second et Sylvain Court qui est troisième tout en étant blessé. À toi Philippe. Voilà, merci. Je vois qu'il avait bien révisé ses classiques. Alors, il a eu un petit trou ou deux, mais on va l'excuser. Donc écoutez, moi je suis super content d'être parmi vous. Alors il avait employé des mots, Eric, là j'ai vu sur le site de conférence. Alors ça c'est quelque chose que, j'ai pas la compétence pour faire une conférence. Et puis en plus de ça, ça fait un petit peu universitaire et éducation nationale, j'aime pas trop. Moi on va plutôt parler d'échange. Donc je vais vous, par rapport à des questions que je sais pas, qui ont été listées, donc je vais essayer de vous y répondre au mieux possible, dans la mesure de mes connaissances. Parce que effectivement, si j'ai la chance d'avoir, alors j'allais dire un palmarès, en fait c'est pas moi qui ai le palmarès, c'est mes coureurs. Parce que moi j'étais un coureur, même pas du milieu du ventre mou, j'étais plutôt sur l'arrière des pelotons. Mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un palmarès, surtout par rapport aux coureurs que j'entraîne. Donc il en a oublié quelques-uns quand même, donc je vais rectifier un peu parce qu'on ne sait jamais s'ils étaient là, qu'ils entendent, ils ne seraient pas heureux. Donc j'entraîne Nathalie Mauclair aussi. Et puis j'entraîne des gens qui sont en devenir. Une fille qui s'appelle Lucie Jamsin, qui a 28 ans, et je pense qu'elle devrait rapidement elle a fini 5e au Templier la dernière fois. Elle a fait première française. Donc je pense qu'elle va arriver rapidement. Et puis une coureuse locale, alors j'allais dire locale, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la Loire ici. On est dans le Rhône, donc une coureuse locale, elle s'appelle Adeline Roche, et elle vient sur le trail. Donc elle a quand même fait 4e ou 3e, je ne me souviens même plus, au dernier championnat de France de trail à Saint-Martin-de-Vésubie. Donc quand on voit ce qu'elle a fait, l'entraînement qu'elle a fait pour être 3e ou 4e, je ne me souviens plus, je dis qu'elle a beaucoup de potentiel, quoi. Donc depuis elle s'est rapprochée de moi, et je pense qu'on va rapidement, elle va être capable de faire des grosses performances. Donc rappelez-vous bien son nom, Adeline Roche. Elle a quand même été championne de France de marathon, elle a fait 2,36, donc c'est pas non plus n'importe qui, mais elle avait un petit peu la difficulté de passer de la route au trail, et ça on va essayer de le combler assez rapidement, de façon à ce qu'elle devienne rapidement performante. Et puis aussi, j'ai aussi une autre corde à mon arc, c'est que j'encadre aussi l'équipe de France de 24 heures. Alors les 24 heures, c'est parfois une discipline qui est un petit peu méconnue de l'athlétisme, mais c'est une discipline qui me tient à cœur parce que c'est des gens qui sont souvent proches aussi des gens du trail. Le jour qu'ils viennent faire des trails, parce qu'ils en font assez souvent, ils sont aussi performants. Et j'entraîne donc une dame qui s'appelle Anne-Marie Vernet, qui a été championne du monde de 24 heures en 2008, c'était à Séoul, avec 240 km. 240 km, 24 heures, ça fait 10 km/h sans s'arrêter, ça commence à faire. Et puis une autre fille qui était dans la région parisienne et qui vient d'arriver dans la région lyonnaise et qui s'appelle Valérie Vallon. Et ces deux filles étaient dans l'équipe de France il y a eu des championnats d'Europe là à Albi, c'était au mois d'octobre, et donc ces deux filles-là ont fait dans les 3 premières françaises, et ce qui ont permis d'obtenir une médaille de bronze par équipe. Voilà, et puis peut-être aussi Jérémy Pignard, lui qui est international sur 5 km. Voilà, et puis j'ai 2 filles aussi qui sont sur
sur la course de montagne. Donc je suis pas, même si on est entre nous, là je peux le dire, ma prédilection c'est quand même le trail, hein. Mais voilà, j'entraîne aussi des gens dans d'autres disciplines, parce que je pense que pour moi c'est aussi intéressant de ne pas m'enfermer dans un type de coureur, et puis de pouvoir justement essayer de faire évoluer dans différentes disciplines. Voilà. Donc voilà, ça, je me suis présenté. Alors effectivement, je m'occupe de l'équipe de France depuis sa conception, hein. On m'a demandé de prendre en charge l'équipe de France de trail, c'était en 2007. Il n'y avait pas encore d'équipe de France tout court, il n'y avait pas de champion du monde, il n'y avait rien. Alors pourquoi moi bon, j'ai passé quelques examens d'entraîneur, c'était l'autre siècle. Et j'étais aussi coureur de trail, mais c'était aussi l'autre siècle. Voilà. À un moment donné où le trail, quand on en parlait, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde l'a inventé, là, mais non, à ce moment-là, j'aime le dire, j'arrivais aux Templiers, pour ceux qui connaissent les Templiers, et on s'inscrivait le matin de la course sur une table, quoi. On était 300 au départ. Donc les choses ont bien changé, je pense dans le bon sens. Donc on va faire plus qu'une discussion, hein, on va faire un échange. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. J'aurais aimé qu'on tout de suite on parte sur des questions, mais c'est toujours peut-être difficile de partir sur des questions. Personne n'ose poser la première. Donc dans les questions que m'avait envoyé Eric, là, il y avait comment bien débuter la course à pied. Alors le problème, ce que je ne voudrais pas, c'est est-ce qu'il y a des gens en fait qui sont parmi vous qui débutent la course à pied. Si vous êtes déjà des gens qui s'entraînent beaucoup, qui font des courses, c'est peut-être pas forcément utile qu'on discute de ça. Je sais pas, il y a des gens qui débutent, qui veulent débuter et qui ne courent pas encore là parmi vous. Oui, il y en a, d'accord. Donc je crois que le principal difficulté lorsqu'on commence, c'est de tout de suite, on veut essayer de courir un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes tout de suite. Or je crois que c'est la principale difficulté, c'est qu'il faut au départ alterner la marche et la course. Alors ça paraît, quand on veut courir, on dit bah non, je ne suis pas là pour marcher, mais si, il faut en passer par là. Et en passer par là, ça veut dire de courir 30 secondes, de marcher 30 secondes. Courir 30 secondes, marcher 30 secondes, etc. Et là, comme ça, vous allez pouvoir courir un certain laps de temps que vous seriez incapable de courir si on le faisait en continu. Hein? Et puis progressivement, vous allez augmenter ce temps de course et diminuer ce temps de marche. Hein? Vous allez passer à 45 secondes en gardant toujours ces 30 secondes de marche, et etc. etc. Et je pense que n'importe qui est capable de courir lorsqu'il s'entraînait avec cette forme-là, 45 minutes au bout de 4-5 mois. Voilà. Et alors que si souvent les gens qui débutent, ils veulent courir et puis ils courent jusqu'à l'épuisement. Et ben on le fait une fois, deux fois, et puis c'est trop dur. On est dans un sport qui est hyper difficile, et souvent les gens sont blasés et arrêtent la course à pied, et c'est vraiment dommage. Et puis il y a aussi une autre... alors moi aussi je suis à l'intérieur d'un club, je suis vice-président d'un club, donc je vais aussi parler pour ma chapelle, hein, mais je crois qu'il faut courir avec un groupe. Alors que ce soit un club, que ce soit un groupe d'amis, peu importe, mais vous savez, c'est surtout quand on est à cette époque-là, c'est très difficile d'aller s'entraîner parfois. Et vous savez, au début, on y va, puis il fait nuit, il fait froid, on a plus envie de rester devant la cheminée, moi aussi, hein, même mes athlètes de haut niveau, parfois ils ont envie de rester devant la cheminée. Eh bien, le fait de retrouver les copains vous oblige à sortir, vous oblige à y aller. Et puis après, une fois qu'on y est, on est super content d'y être. Et puis quand on rentre, on a le sentiment du devoir accompli. Donc je pense que le groupe, c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Et pour tous ceux qui veulent débuter, rapprochez-vous rapidement d'un groupe. N'ayez pas peur. Alors ça aussi, c'est la hantise des gens qui débutent, d'avoir peur de se retrouver, de gêner les autres, en fait, qui courent trop vite. Et on a peur de les gêner. Et bien ça, sincèrement, c'est pas un souci. La preuve, c'est que moi, quand je vais avec l'équipe de France, je vais courir avec eux. Donc, pas tout le temps non plus, hein. Mais à un moment donné, ils courent plus vite que moi, ils vont un peu plus loin, et puis quand ils sont trop loin et qu'ils se retournent, qu'ils ne me voient plus, ils font demi-tour et ils viennent me chercher, quoi. Et n'empêche qu'on a couru un moment ensemble. Donc c'est vraiment pas un souci de courir avec un groupe, même si les gens qui courent avec vous sont d'un autre niveau, c'est pas grave, hein, ça pose pas de problème. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est la meilleure des choses pour
pour se mettre à la course à pied, c'est une excellente chose. Voilà, on va peut-être pas trop parler de ces choses-là, même si après, si vous voulez qu'on en rediscute, vous posez des questions, vous allez lever la main, on n'est pas à l'école, hein, vous posez une question, vous parlez un peu fort pour que je vous entende. C'est dans ce but-là qu'on a créé un groupe qui s'appelle le Team Trail des Coursiers. Voilà, donc il fait en plus sa publicité, Eric, donc c'est dans ce cadre-là qu'il a créé son groupe, le Team Trail des Coursiers. Voilà, il fallait que je le dise, je m'excuse. Merci. Quand débuter le fractionné? Alors, je pense que une erreur des gens qui débutent, enfin sans parler de débuter, mais qui veulent progresser en fait, fractionnent trop. Ah, c'est dans ma bouche, ça vous paraît énorme, mais je pense que les gens par rapport au volume d'entraînement qu'ils font, s'entraînent trop dur. En règle générale, après, je ne sais pas comment vous faites, etc. Mais en règle générale, les gens s'entraînent trop dur. Pensent que plus c'est dur, plus ils vont progresser. Or, ce n'est pas forcément la réalité des choses. Déjà, lorsqu'on court, tout simplement, déjà on progresse. Hein, peu importe la durée à laquelle on court. Déjà, le fait de courir, ça nous fait progresser. Ensuite, je pense qu'il faut en permanence garder au moins 80% de votre entraînement en endurance. Alors après, en endurance, en footing, on voit les termes que l'on veut, mais c'est les mêmes choses. Hein. Vraiment, et quand je dis ça pour ceux qui n'ont pas d'outils, vous savez, cardio, qui n'ont pas trop de notion de vitesse, simplement être capable de parler presque normalement en courant. Je crois que c'est comment dire, le témoin le meilleur de savoir si vous êtes en endurance. Vous êtes en endurance, vous êtes pratiquement capable de parler comme vous le faites quand on est suffisamment entraîné, bien entendu. Hein. Vous êtes pratiquement capable de parler comme on parle là, actuellement. Après, vous franchissez un petit cap et on va être dans des zones qui, alors on va appeler le seuil, on va appeler, peu importe, mais entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque, de votre VMA, peu importe de quoi on parle. Là, vous allez être capable d'échanger quelques mots quand vous parlez, mais on ne tient plus de conversation comme on tient habituellement. Hein. Ça, et ensuite, lorsqu'on fractionne sur des fractions très courtes, normalement, on ne parle plus. Voilà. Donc déjà, sans outils, sans notion de vitesse, etc., déjà avec ces trois notions que je viens de vous donner, déjà vous savez à peu près dans quelle zone vous vous situez lorsque vous courez. D'accord? Mais grosso modo, on va dire c'est 80% de votre entraînement en endurance, une quinzaine de pourcents où vous êtes dans des zones où je vous dis entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque, de votre VMA, ou dans cette zone où on n'est pas capable de tenir de vraies conversations, et 5% où là vraiment on travaille dur. Mais regardez le nombre de temps, enfin le temps que vous courez par semaine, et vous faites 80%, vous allez voir, ça fait beaucoup, et vous n'allez pas passer beaucoup de temps à courir vite. Pour vous donner des exemples, pour vous parler des champions, hein, Sylvain par exemple, je prends Sylvain et comme j'en prendrai d'autres. Hein. Grosso modo, lorsqu'on est en pleine préparation, on va sur un championnat du monde ou une course importante pour lui, il va s'entraîner grosso modo 10 fois par semaine. Voilà, 10 fois par semaine, mais on fractionne pas plus de 2 fois, 3 fois. Moi je suis sûr qu'il y a des gens qui s'entraînent 3 fois et qui fractionnent 2. Donc le pourcentage il n'est plus du tout la même. Donc pensez bien que effectivement à un moment donné, pour pouvoir franchir un cap supplémentaire, il faut effectivement courir plus vite, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la base. Voilà. Moi, souvent, pour expliquer les choses, si vous voulez monter haut, c'est-à-dire avoir le résultat le meilleur possible, il faut avoir une base en bas qui est très large. Pensez aux enfants. S'ils veulent avoir un tas de sable qui monte à cette hauteur, eh ben, la base, elle est très large. Si on n'est pas capable de monter tout droit sur une petite voie, on ne tient pas. Il faut avoir une base large. Pensez à ça, au tas de sable. Si vous voulez monter haut, il faut que la base soit très large. Sinon, on ne peut pas monter. Voilà, c'est quelque chose, c'est un message que je voulais vous faire passer. Attention, je crois qu'aujourd'hui, les gens s'entraînent trop dur. Et parfois, ils sont un petit peu déroutés par le fait qu'ils n'obtiennent pas forcément des résultats en fonction de leur investissement. Mais souvent, c'est plus parce qu'ils s'entraînent trop dur que pas assez.
Donc faites attention, en plus de s'entraîner trop dur, c'est quelque chose qui amène de la fatigue, qui amène des blessures et qui amène aussi une certaine lassitude. Parce que s'entraîner dur, c'est pas facile, quoi. Il faut se faire violence, il faut se rentrer dedans sans arrêt. Donc il y a à la fois une usure musculaire, physique, mais pensez toujours, on parle toujours de cette usure physique, mais pensez toujours aussi à cette usure mentale. Parce que ça c'est important aussi à un moment donné. Pour progresser aussi, il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et à un moment donné, si vous êtes trop usé mentalement, vous éprouvez plus de plaisir. Quelque part, vous allez à l'entraînement à reculons, vous y allez parce que c'est écrit sur le plan d'entraînement, il faut y aller, quoi. Mais là, quand on rentre dans ce cadre-là, il faut s'arrêter, c'est que ça ne fonctionne plus. Hein? Pour prendre des cours africains, ils ne se posent pas toutes ces questions. Ils courent que pour le plaisir, pour manger aussi un peu. Mais ils sont capables de plus, à mon avis, être prudents que nous. Nous, on veut tout de suite. Mais ça, c'est pas que dans le sport. Hein. J'ai des enfants, moi aussi, ils veulent tout de suite. On est dans un monde où on veut tout de suite, quoi. On ne prend pas le temps de construire les choses. Et je vais prendre le cas de Sylvain, parce que Sylvain, c'est un cas bien particulier. Il était champion du monde. Cette année, il n'a pas été champion du monde parce qu'Armando était meilleur que lui. En plus de ça, il s'est fait une grande entorse pendant la course, donc ce qui, je pense, l'a privé de faire mieux que ce qu'il devait faire. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de prendre, d'entraîner, alors qu'il n'était pas champion. C'est quelqu'un qui s'appelle Thierry Breuil, qui m'a présenté, donc que j'entraîne aussi, et j'ai oublié de citer tout à l'heure, qui était en équipe de France aussi de trail. Thierry, à un moment donné, il était à l'intérieur du team Adidas et il avait remarqué que ce jeune-là, il avait des capacités. Et donc, il avait demandé à ce qu'il soit intégré dans le groupe Adidas, ce qui avait été fait. Et il a dit à Sylvain, écoute, il y a quelqu'un que je connais ici et qui pourrait s'occuper de toi, tu devrais te rapprocher de lui. Et donc, Sylvain, ça va faire 6 ans que je l'entraîne. Quand je l'ai entraîné, Sylvain, il a fait 1 an dans le trail. On sentait qu'il avait des dispositions, mais c'était encore loin d'être un champion. Et quand il est venu me voir, je lui ai dit, écoute, ouais, Sylvain, mais on va essayer, on ne fait pas de contrôle avec moi, mais enfin, on en fait un moral. Je lui ai dit, écoute, Sylvain, moi, je vais essayer de t'amener le plus haut possible, hein, mais je ne suis pas capable de t'y amener sur cette année, quoi. On va te préparer pendant 3 ans. Voilà. Je lui ai dit, et on va, voilà, c'est comme vous montez au 5e montez au 5e étage. Au 5e étage, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, etc. Il y a des paliers au milieu. Et il faut en passer par là. Je pense que si on veut tout de suite aller en haut, ça ne dure pas. Et je suis sûr qu'on peut, on est fatigué avant d'être au sommet. Donc on a passé ce deal tous les deux. Je lui ai dit, écoute, on va essayer de monter progressivement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été champion de France, champion du monde, etc. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il n'a pas atteint son sommet. J'en suis à peu près certain, parce que d'abord il habite à Bordeaux. Et quand on habite à Bordeaux, c'est pas simple d'aller faire des côtes. Donc tous les week-ends, il prend sa voiture, il va dans les Pyrénées, il va dans les Alpes, il va dans le Massif central. Mais c'est 4-5 heures de voiture aller, 4-5 heures de voiture retour. C'est forcément au détriment du repos. Hein, je parle du repos même pour les champions. Hein. Et ça, c'était quelque chose qui à mon avis, l'handicapait. Aujourd'hui, il a la chance d'avoir été muté sur Grenoble. Et je pense que, ne serait-ce que ça va encore lui permettre de franchir un cap supplémentaire. Mais voilà, Sylvain, je l'entraîne, ça va faire 6 ans. Et j'ai dit aujourd'hui, il a encore une marge de progression. Alors, pas autant qu'au début, hein, parce que plus on monte haut, plus la marge de progression elle est limitée. Mais je pense qu'encore, il a encore de belles années devant lui et d'être encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais on a posé comme un maçon, il pose les moellons les uns après les autres, quoi. On ne met pas la charpente avant d'avoir construit les murs. Voilà, c'est plein d'images que je vais vous reprendre sans arrêt, mais parfois ça marque plus que des paroles. Voilà. Donc ça, c'est un message que je souhaitais vous faire passer. Alors l'autre question que m'avait posée Eric, c'est quel fractionné éviter quand on débute? Alors j'étais surpris de cette question parce que sincèrement, il n'y en a pas. Voilà. Alors après, il
il y a des fractionnés qui sont plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles. Alors facile, il y en a peut-être pas, hein, mais plus ou moins difficiles, on va dire. Et c'est vrai que plus on fractionne sur des longues distances, plus c'est difficile. Parce qu'il faut être fort dans ses jambes, mais il faut aussi être fort dans sa tête. Et puis aussi, il faut être capable de gérer son allure. Et ça, c'est pas simple. Si vous faites 30 secondes, vous faites du 30-30, hein, ça, tout le monde peut-être connaît un petit peu ce que c'est. Vous faites du 30-30, de toute façon, quand ça commence à devenir dur, les 30 secondes sont finies, on s'arrête, on récupère. Quand vous partez pour faire 3 fois 10 minutes, si vous êtes parti un peu trop fort, je peux vous dire que les 10 minutes, elles durent. Donc, je dirais plus, pas faire du trop long, non pas que c'est pas bon, mais tout simplement, quand on ne maîtrise pas encore suffisamment son allure, c'est quelque chose de pas facile à réaliser. Voilà. Mais il y a pas, c'est pas par rapport au fait que vous êtes débutant ou pas, c'est simplement, voilà, c'est un peu plus difficile à gérer, il faut mieux se connaître. Voilà, mais pour moi, sincèrement, qu'on débute ou qu'on soit un coureur expérimenté, il n'y a pas forcément de fractionner plus facile les uns que les autres. Et puis bon, voilà, moi si je fais du 30-30, je cours à 15 à l'heure, Sylvain il court à 22-23, c'est dur pour moi, c'est dur pour lui, c'est dur pour tout le monde, quoi. Je veux dire, chacun, c'est dur, chacun à son niveau, quoi. Comment planifier une saison? Alors voilà, là c'est peut-être, on rentre dans des choses peut-être... Hop. Bah, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, déjà tu peux en glisser un sur les 3. Voilà. Hein. Et c'est pareil, lorsque tu fractionnes, tu t'entraînes 3 fois par exemple. Bon, tu fais 2 fois, on va dire, de l'endurance, et puis tu fais la 3e fois où tu vas fractionner. Mais même la séance que tu vas fractionner, tu ne vas pas fractionner toute la séance de toute façon. Tu vas d'abord t'être réchauffé, ça sera bien de l'endurance. Ensuite, tu vas faire ta séance, et ensuite, derrière, tu vas faire une phase qu'on appelle de récupération, derrière. Et là aussi, encore, tu seras en endurance. Donc, c'est pas parce que sur les 3 séances, sur les 3 sorties, on va dire, tu auras fait une séance intensive, que de toute façon, cette séance-là, elle sera qu'une petite partie de ta sortie. Voilà. Mais il a posé une bonne question, là. Il a dit la question de 2 fois ou 3 fois par semaine. Sincèrement, entre 2 fois et 3 fois par semaine, il y a un monde d'écart. Voilà. Alors, pour ceux qui débutent, ça leur fait peut-être peur ce que je vais dire, mais c'est vraiment très important, je pense, si vous voulez progresser, plus que de faire du fractionné, si vous entraînez 2 fois, entraînez-vous 3. Là, il y a vraiment, il y a, entre 2 et 3, on saute, on prend un cap. Voilà. Autant, après, entre 3 et 4, et 4 et 5, c'est pas pareil. Mais 2 et 3, c'est hyper important. Et il vaut mieux faire, au lieu de faire 2 sorties d'1h30, faites plutôt 3 sorties de 45 minutes. Voilà. Bon, ça, c'est des choses que vous lisez sur les revues, etc. Alors, quand je dis 3 fois 45 minutes, c'est pas bien. Il vaut mieux faire 2 fois 45 minutes et faire un peu plus long quand même. Voilà. Mais ce qui vaut mieux, c'est franchir ce cap de 2 à 3. De 2 à 3, hop, on franchit un cap. Sans courir plus vite, voilà. Simplement de passer de 2 à 3. Ça, c'est quelque chose d'important. Et qu'on ne retrouvera pas quand on passe de 3 à 4, de 4 à 5, même si, effectivement, sinon, je ne dirais pas à Sylvain de s'entraîner 10 fois par semaine, si avec 3 fois, ça suffisait, hein. Faut être honnête. Mais la marge de progression, elle n'est pas aussi importante. Voilà. Et je dirais, pour un coureur, entre guillemets, normal, au-dessus de 5 fois, on commence à être à la limite de trop. Voilà. Pour un coureur, je dirais, voilà. Après, je dis, moi, il y a des gens qui gagnent des courses, à 5 fois par semaine, ils gagnent des courses. Voilà. Après, il y a aussi les jeunes. Voilà. Souvent, je dis à mes athlètes, au lieu de me dire merci, parce que des fois, ils me disent merci, je dis, dites plutôt merci à vos parents, quoi. C'est eux qui ont mis les bons jeunes au départ. Voilà. Et si vous n'êtes pas bon, comme moi, je ne suis pas bon, moi, après, il faut que je comprenne contre les miens. Mais c'est pas la faute de l'entraîneur, quoi. Voilà. Et je le dis d'autant plus facilement par rapport à moi. Alors je vais vous dire un truc, c'est pour moi que je le dis, attention, hein, prenez pas pour vous. C'est qu'on ne peut pas mettre le meilleur jockey du monde sur un homme, jamais il va devoir le tiercer. Voilà. Et c'est à moi que je le dis ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, mon rêve, hein, il n'était pas... Mon rêve, c'était de faire moins de 3 heures au marathon. Grosso modo, je sais ce qu'il faut faire pour faire moins de 3 heures. Et ouais, mais j'en ai fait 4. J'étais entre 3h04 et je crois 3h12. Ben, ma limite physiologique, elle était là.
je n'étais pas capable de faire moins. Et ce n'était pas un problème d'entraînement, c'était la faute à mes parents. Voilà. Alors, mais vous me direz, mes parents, ils m'ont quand même pas fait si mal que ça, puisque j'étais capable de faire entre 3h et 3h15. Ils auraient pu encore me rater davantage et que je sois entre 4h et 4h15. Mais voilà, ma limite, elle était à ce niveau-là. Voilà, à un moment donné, j'entraîne aussi un coureur, vous devez le connaître, c'est Gilles Guichard. Gilles, Gilles, avant de venir vers moi, avant que je l'entraîne, avant qu'il court, il a fait du vélo, il a été en équipe de France amateur, il a fait le Tour de Colombie, le Tour d'Italie, le Tour de je sais pas de quoi. Et sa sœur, elle a fait les Jeux Olympiques avec Gianni Longo à Atlanta, quoi. Donc il y a bien quelque chose dans la famille qui n'est pas normal, quoi. Voilà. Et il fait la première course qu'il fait après avoir été 5 ans en vélo parce qu'il en avait marre. Il vient courir à Bonson, un semi-marathon que je vous encourage à venir courir parce que je m'en occupe. Et ce marathon-là, il fait 1h11, quoi. Et pour la première fois qu'il court. Et voilà, il n'est pas normal ce mec, quoi. Donc voilà, à un moment donné, après, vous prenez ces gens-là, vous les entraînez, si vous ne trompez pas trop, vous en faites des champions, enfin champions, voilà, à chacun à son niveau, quoi. Voilà, aujourd'hui, le palmarès qu'a gentiment énuméré Eric, tout simplement, c'est parce que aussi j'ai la chance d'entraîner des gens qui sont anormaux, dans le bon sens. Je veux dire, voilà, et puis aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent me solliciter parce qu'effectivement, ils voient que j'entraîne des gens. Mais en fait, c'est pas parce que je les entraîne qu'eux vont venir à ce niveau-là, quoi. Il faut être honnête, quoi. Et puis du fait que j'entraîne des bons, il y a aussi des bons qui viennent me voir, quoi. Donc moi je les entraîne, et puis forcément, comme ils étaient bons, ils sont encore bons, quoi. Donc forcément, après, voilà, on a un carnet d'adresse, après qui grossit. Voilà, je veux dire, non plus, sur les séances d'entraînement que je fais aujourd'hui, j'écris dans certaines revues des choses, puis aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, l'entraînement, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, toutes les séances d'entraînement, si vous voyez les miennes, elles sont pareilles que ce que vous voyez sur les revues, ou ce que d'autres font, quoi. Bon, après, où on arrive à peut-être modifier, à peut-être apporter un petit plus, c'est les mettre le jour qu'il faut, quoi. Parce que je pense que parfois on fait des erreurs aussi, mais ça on en parlera peut-être après, dans les entraînements, où pareil, pour ceux qui font des courses, vous voulez toujours faire une sortie supplémentaire pour vous rassurer. Alors ça, quel que soit le niveau de chacun, hein, parce que je peux vous dire que les athlètes de haut niveau, alors ça c'est un problème avec eux, c'est qu'ils veulent toujours se rassurer. Parce que comme on s'est beaucoup entraîné, quand on arrive sur une échéance, on relâche beaucoup. À la phase de relâchement, c'est quelque chose de très important. Et du fait qu'ils courent plus, ils ont l'impression qu'ils ont tout oublié, quoi. Vous savez, lorsqu'on passe le bac ou n'importe quel examen, on a bien révisé, puis la veille, on croit qu'on a tout oublié. C'est la même chose chez les coureurs. Et ils veulent toujours se rassurer. Et comme la préparation elle a été correcte, le joueur qui s'entraîne, ils s'entraînent bien, hein, ils sont forts, ils sont contents. Hein. Ça leur a fait du bien dans la tête, pas dans les jambes par contre. Parce que les cartouches qu'ils ont tirées ce jour-là, ils les ont plus le jour de la course. Donc ça, méfiez-vous, je pars en connaissance de cause, hein, parce que toujours les coureurs, ils veulent toujours en rajouter une pour être bien sûr d'être bien le bon jour. Souvent, on se fait plus mal qu'on se fait du bien. Hein, pensez-y, lorsqu'on arrive sur une course, il faut arriver le mieux entraîné possible, mais aussi avec beaucoup de fraîcheur. Ça, c'est important. Du coup, je sais plus où j'en étais. On était parti sur la planif. Oui. Et la fraîcheur, combien de temps avant? Alors, la fraîcheur, combien de temps avant? Si on prépare un marathon, voilà, attends. Il vient de poser une question, votre collègue, qui est super intéressante. Combien de temps avant? Je vais lui dire, je sais pas. Pour plusieurs raisons. Ça dépend de la distance, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton âge, ça dépend de ce que tu fais au boulot, etc. etc. Voilà. On va dévier un peu, mais ça fait rien, on parle de course à pied quand même. Toujours, lorsque j'entraîne des gens, je leur demande 3 choses. Ce qu'ils valent sportivement, mais ça souvent je le sais. Mais ce qu'ils font dans la vie, ça marche pas. Si, ça marche. Ce qu'ils font dans la vie, c'est-à-dire leur travail, quoi. Et puis aussi, s'ils sont dans leur vie familiale, s'ils sont célibataires, mariés, ils ont des enfants, etc. Alors, je vais vous poser une question, tiens, voilà. Je le fais systématiquement dans toutes les formations d'entraîneurs auxquelles je participe. Je pose la question, voilà, j'ai une fille qui a 30 ans, voilà, aussi, et elle vaut 40 minutes au 10 km.
À votre avis, 40 minutes, c'est déjà 15 à l'heure, c'est déjà une fille d'un bon niveau. Hein. À votre avis, combien de fois on entraîne par semaine? Vous avez droit à 3, 4, 5 ou 6. Je fais le tour de tout le monde, et puis quand on arrive vers moi, ben je dis, bon, moi j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai pas été honnête, il y avait 2 filles. Il y en avait une, elles font toutes les deux 40 minutes, elles ont toutes les deux 30 ans. Sauf qu'il y en a une, alors j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous, qui est prof agrégée et qui travaille à mi-temps. Elle ne fait pas grand-chose. Elle est célibataire, elle vit chez ses parents. Elle arrive, elle met les pieds sous la table. Et puis il y a la même fille qui, elle, je ne citerai pas de nom, non, c'est un exemple comme ça pour bien que vous compreniez. Et puis on a aussi une fille à côté qui a 30 ans, mais qui est mariée, 3 enfants, qui est infirmière et qui fait des nuits. Alors qu'elles ont le même niveau sportif, on est d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on les entraîne de la même façon? Il y en a une, on peut l'entraîner 6-7 fois, on peut la faire doubler, il n'y a pas de souci. L'autre, si elle fait au-dessus de 4-5 fois, soit ses enfants, son mari se barre, soit ses enfants, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne peuvent pas la déshériter, c'est pas possible. Ou soit un jour, quand elle est infirmière, elle oublie un outil dans le ventre du mec qu'on est en train de recoudre. Il y a un problème. Donc, pour répondre à ta question, tout ça juste pour répondre à ta question, qu'en fait, on n'est plus dans l'entraînement, on est dans ce que j'appelle le coaching. Et moi, je me définis plus peut-être comme un coach que comme un entraîneur. L'entraîneur, c'est les séances. Je vais vous l'expliquer, bon, grosso modo, tout le monde sait. Après, le coaching, c'est adapter la bonne séance au bon moment et à la bonne personne. Ça, c'est des fois un petit peu plus complexe. Et pour ça, c'est aussi quelque chose que je fais avec mes athlètes, c'est que je sais tout. Voilà, je leur demande de tout me dire, quoi. Y compris s'ils sont en couple et qu'il y a un problème dans le couple, quoi. Donc, c'est important pour moi que je le sache, quoi. S'il y a un problème dans le couple, ça va se ressentir au niveau des résultats sportifs. Si on m'en a pas parlé, moi, je vois qu'il y a un problème, je vais aller voir sur mes plans d'entraînement, je dis Philippe, qu'est-ce que tu as fait qu'il fallait pas faire, quoi. Bon, en fait, je suis pour rien, moi. Donc, c'est très très important de tout concilier. Et je dis toujours, moi c'est ce que j'appelle la triptyque, hein, le travail, le sport et la vie familiale. Et s'il y a un des 3 qui boite, il n'y a pas performance. Et pas forcément l'aspect sportif. Hein. Voilà, le mec qui a l'instance d'être licencié dans sa boîte, c'est pas, je veux dire, c'est des moments difficiles à vivre. Et ben ce jour-là, il est moins performant et ça n'a pas de rapport avec le sport. Voilà. Et je le vois, hein. Vous faites faire une séance d'entraînement à un gars le samedi matin, lorsqu'il se lève tranquillos, on va dire une séance sur piste, hein, pour bien, voilà, il fait des 400 mètres, il va faire des chronos, peu importe, il va faire 1 minute 5 sur son chrono, et puis il va faire la même séance le mardi, le mercredi soir, où il aura fait sa journée de boulot, ou peut-être dans son boulot ça ne sera pas passé comme il aura voulu, et les chronos ils vont être 2 secondes, 3 secondes en dessous, quoi. Et ça, il y aura aucun, enfin, c'est pas par rapport au sport, c'est pas parce qu'il était moins fort ce jour-là. Sauf que ce jour-là, psychologiquement, il n'était pas dans les conditions pour faire une bonne course, quoi. Donc, et là, c'est pas un problème d'entraînement, puisque c'est 10 fois 400, 10 fois 400. Là, c'est un problème de coaching, parce que ce jour-là, il fallait pas qu'il fasse ça. Parce que si justement, déjà, il s'est pris la tête toute la journée pour des problèmes de travail, de familial, etc., et puis qu'en plus de ça, il va faire sa séance le soir et puis qu'il n'est pas capable de faire les chronos qu'il faisait d'habitude, alors je peux vous dire qu'il va rentrer la tête dans le seau le soir et il va me téléphoner pour me dire Philippe, ça va plus, quoi. Alors que, voilà, c'était, je dirais presque, c'était normal, quoi. S'il m'explique sa journée, je lui dis, tu te calmes, c'est pas grave, c'est pas un problème sportif, l'explication là, c'est simplement un problème dans ta vie tous les jours, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai trop répondu parce qu'en fait, je réponds mais sans je suis comme un homme politique, je dis oui ni non, jamais. Donc voilà, après, c'est adapté à chacun. C'est... une dame. Ah. Oula, une fois toutes les 2 semaines. Alors là, ça devient compliqué. Là. Une semaine sur 2. Alors... c'est compliqué, là c'est pareil, il faudrait que on se dit tu, hein, je te connaisse, voilà, il y a tout un tas d'éléments que j'ai pas en ma possession pour te répondre. Parce qu'après des fois on triche un petit peu. J'ai des athlètes aussi qui sont par exemple dans la police.
Je prends la police, ça pourrait être aussi dans d'autres... Mais la police, ils ont des cycles de travail, ils font alors de tête, matin, après il fait la nuit, après il fait le soir, après descendre de nuit, enfin un truc, j'y comprends rien, mais il l'écrit sur son plan. Et donc, à un moment donné, pendant 3 jours, il travaille 4 fois sur 3 jours, en gros, c'est ça. Et bien ce jour-là, si vous voyez son plan d'entraînement à cette personne-là, si vous ne savez pas son mode de travail, vous dites Philippe, il est fou quoi. Pendant 4 jours, il ne va rien faire, puis par contre, pendant 4 jours, il va s'entraîner 2 fois par jour. C'est vrai que ce n'est pas dans la logique des choses. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans le coaching, c'est dans la logique à lui, sa logique à lui. On ne peut pas faire autrement. Donc, moi je préfère qu'il s'entraîne 2 fois par jour à un moment donné quand il en a la possibilité. Et puis quand il va travailler et qu'il a fait la nuit, le lendemain, moi je préfère qu'il ait gants plutôt que de lui dire pas courir. Parce qu'en plus si je lui dis pas courir, il va y aller. Donc je préfère qu'il se repose, parce que de toute façon il va courir dans des mauvaises conditions. Et au final, son entraînement, il sera non pas profitable, mais je pense même qu'il sera néfaste. Donc j'ai pas répondu à ta question, mais voilà, il faut adapter par rapport, alors je suppose c'est par rapport à ton travail. Non, bon, c'est pas ton travail, bon, c'est les enfants, bon, c'est un peu la même, c'est aussi du travail. Donc voilà, il faut que tu trouves un système pour t'adapter par rapport à ça. Et ce que tu vas voir écrit sur les revues, sur les revues, on fait des choses pour tout le monde. Peut-être pour personne aussi, mais on fait des choses pour tout le monde. Donc pour toi, ça ne peut pas s'adapter. Il faut, voilà, tout simplement, je fais aussi souvent référence à ça, au bon sens paysan, quoi. À un moment donné, tu peux pas faire comme ça, il faut que tu trouves une solution pour en faire un petit peu plus quand tu peux, et comme ça, lorsque tu peux pas, tu fais pas. Voilà, c'est, je veux dire, tu vas pas mettre tes enfants, les lâcher dans la nature pour pouvoir les courir, quoi. Je veux dire, voilà, je pense que ta vie de maman fait que c'est quand même tes enfants une priorité. Donc, il faut t'adapter. Et après, voilà, si je te connaissais mieux, peut-être je trouverais des solutions, mais voilà, comme ça, là, il faut que tu t'adaptes. C'est pas gênant de faire 5 une semaine et 0 la semaine d'après, c'est pas l'idéal, quoi. Mais si t'as pas d'autre solution, il faut faire comme ça, quoi. Voilà. Ça te permet au moins une chose, c'est que la semaine que tu fais 5 fois, t'as fait de la fraîcheur de la semaine où t'as pas couru, quoi. Voilà. Il y a toujours un effet positif des choses négatives. Et ça, dans la vie de tous les jours, il faut essayer de toujours trouver les choses qui sont positives plutôt que les négatives. Voilà. Donc, bon, il faut essayer de trouver une solution pour t'adapter. Oui. Moi, je suis cycliste pour le plaisir. Je roule toutes les semaines. Si un jour je veux préparer un marathon ou un long trail, je peux remplacer une séance par une séance de vélo. Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Alors, non seulement c'est bien, mais moi, mes coureurs qui ne sont pas cyclistes, je leur impose. Voilà. Sauf un, parce que là, si une fois sur 2 il tombe, donc on a arrêté. Il n'aime pas, il le fait pour me faire plaisir parce que je lui ai dit, mais du coup, c'est la cata, quoi, donc c'est bon. Effectivement, tous mes coureurs, et Sylvain le premier, puisque je fais souvent référence à Sylvain, mais parce que c'est quelqu'un peut-être que tout le monde connaît un petit peu mieux. Gilles, par exemple, Gilles aussi, il vient du vélo, et je veux dire, au contraire, je pense que c'est un plus. C'est un plus parce que lorsqu'on fait du vélo, on peut faire des sorties beaucoup plus longues que l'on peut faire la course à pied. Il n'y a pas de traumatisme. Et on travaille musculairement de façon un petit peu différente. Et vous avez qu'à voir aujourd'hui les triathlètes. Quand vous regardez sur des triathlons, des longues distances, oui, les mecs qui se tapent un marathon après avoir fait 120 bornes de vélo, d'école, et puis avoir couru 5 km dans la mer ou ailleurs, et faire les chronos qu'ils font, on se dit finalement, de faire d'autres sports que la course à pied, c'est pas si mal que ça, quoi. Alors que les triathlètes, ils font finalement très peu d'entraînement en course à pied. Ils font pratiquement exclusivement leur entraînement sur du vélo et de la natation. On va dire qu'ils font la partie intensité, ils la font en course à pied. Voilà. Ils font ce que j'appelle moi le minimum syndical, quoi. Et ils font en course à pied. Mais voilà, non, mais c'est au contraire, surtout ne te prive pas de ce plaisir parce que tu es cycliste. Et j'incite au contraire les autres qui n'en font pas. Si vous avez l'occasion de faire du vélo, faites-en. Surtout dans des moments où vous n'avez pas forcément une compétition qui arrive. Donc profitez-en. Ça amène aussi un peu de fraîcheur d'esprit parce que ça change.
on voit les parcours différemment, on peut aller plus loin. Et puis je pense que c'est un réel avantage de faire du vélo. Alors je dis du vélo, mais du ski de fond quand il y a de la neige, je pense qu'on peut faire un tas de sports en parallèle de la course à pied. Alors par contre, plus on se rapproche de l'objectif, hormis pour des cyclistes qui font du vélo, voilà, il faut quand même, c'est important de faire du spécifique, c'est-à-dire de la course à pied. Lorsqu'on veut faire de la course à pied, ou à l'inverse, il y a beaucoup des gens qui font du vélo qui vont faire de la course à pied l'hiver. Voilà. Donc, j'ai un plan d'entraînement de marathon sur 10 semaines. Est-ce qu'une sortie toutes les semaines alors oui, c'est le contraire, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Non, c'est. Pour ceux qui n'ont pas entendu la question qu'ils posaient, c'était moi je veux faire un marathon sur 10 semaines. Est-ce que je peux remplacer une séance d'entraînement par une séance en vélo? Alors là, oui. Non seulement je dis c'est pas néfaste, mais je pense même que c'est bénéfique. Ouais, moi je suis un farouche partisan de faire d'autres sports, et le vélo en particulier, quoi, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de similitudes avec la course à pied, donc c'est intéressant. C'est pas le vélo en plus, c'est en remplacement de séance. Si tu peux le faire en plus, c'est un plus. Voilà. Mais en remplacement d'une séance, alors celui qui s'entraîne 2 fois, faut peut-être pas qu'il la remplace quand même. Voilà, je me suis peut-être mal exprimé, parce que sinon, tu cours plus qu'une fois. Si tu veux faire un marathon, tu vas le trouver dur les derniers kilomètres. Hein. Donc voilà. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne, je dirais, on va dire, 3-4 fois, c'est bien, on peut remplacer. Voilà. Et si tu peux le faire en plus, c'est tant mieux, quoi. C'est un plus. Alors, l'entraînement du handball, alors j'ai jamais joué au handball. Moi j'étais footballeur à l'origine, donc je pense que ça dépend du poste que tu joues. Si tu joues gardien, ça sert à rien. Si tu joues dans le champ, effectivement, je pense qu'on travaille beaucoup le fractionné. Et je le vois avec des coureurs qui viennent du football par exemple, ils ont souvent, parce qu'on a des VMA, des VO2 max assez élevés. Voilà. Parce qu'ils sont capables de courir en fractionné. Souvent, en fait, ils font que ça, ils font que fractionner. Vous avez qu'à voir un footballeur professionnel, quand on leur met un petit je crois qu'on appelle ça un GPS là, pour savoir ce qu'ils ont fait sur un match, en fait, ils n'ont même pas fait 10 bornes, hein, ils ne courent pas beaucoup. Hein. Mais par contre, ils courent certainement très vite, et sur des laps de temps courts, et vite. Voilà. Donc, c'est effectivement, là aussi, si tu fais du hand, voilà, ça va venir te remplacer une séance. Une séance, effectivement, elle va plus se rapprocher du fractionné que d'une séance d'endurance, tout à fait. Alors. Alors, l'intérêt du travail en côte. Alors ça, c'était l'objet d'une question, où moi je pensais vous expliquer un petit peu toutes les différents travails en côte qui peuvent exister. On peut, puisque c'est la question, on peut y aller dessus. Je pense que le travail en côte, pour le trail notamment, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver fréquemment sur les trails. Et puis je voudrais aller contre une idée un petit peu préconçue. Je vois parfois, j'entraîne des gens, ils me disent « Ah, mais j'ai pas de côte, je ne peux pas pouvoir faire des montées. » Je leur dis « Écoute, c'est pas grave. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire des descentes. Parce que tout le monde parle des côtes, mais en fait, sur la côte, à un moment donné, tu montes, et puis à un moment donné, je veux dire, tu as une limite, et voilà, ça va te caler, quoi. Tu ne pourras pas faire mieux. Alors que la descente, c'est lorsque tu es bon descendeur, c'est toi qui gères la descente. Si tu es mauvais descendeur, c'est la descente qui te gère. Et quand tu arrives en bas de la descente, tu es pulvérisé, quoi. Et comme souvent en bas de la descente, après derrière, ça va y avoir une côte, et puis une autre descente, etc. Donc, je dirais, il est plus important d'être bon en descente que bon en côte. Voilà. Mais, alors, on va parler des différents types de travail que l'on peut faire pour travailler la côte. Donc, on a des côtes courtes, qu'on va travailler sur 30, 40 secondes, 1 minute. On va se rapprocher grosso modo des séances de VMA, sauf que les faire à plat, on va les faire en côte. Moi, souvent, je préfère que les coureurs le fassent en côte, parce que aussi on travaille musculairement beaucoup plus. Et y compris en fréquence cardiaque. On monte beaucoup plus en fréquence cardiaque si on monte sur 30 secondes en côte que si on la fait à plat. À plat, la fréquence cardiaque maximum, on n'a pas le temps d'atteindre. En côte, on l'atteint. Donc voilà, il y a ce type de travail. Après, il y a un type de travail qui va se rapprocher d'un
un travail au seuil où là où on va faire des côtes, alors je schématise, hein, avec des côtes qui vont durer 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Moi je monte jusqu'à 20 minutes hein, sur mes coureurs, ceux qui ont la possibilité. Voilà. Ensuite, il y a un travail qui est aussi intéressant. Alors souvent, lorsque c'est comme ça, alors, sur les côtes courtes, en fait on fait la récupération dans la descente. Hein, et lorsqu'on arrive en bas, bam, et ben on repart. Il y a un autre travail qui est très intéressant à faire, je dirais une fois toutes les 2 semaines, parce que toutes les semaines c'est quand même traumatisant, c'est de faire monter vite et descendre vite. Et en bas, on s'accorde un petit temps de récupération. On a travaillé à la fois la montée et on a travaillé la descente. Et là, je peux vous dire que 2 jours après, vous avez mal aux jambes. Vous croyez que c'est la côte? Non, non, c'est la descente qui vous a fait mal. Donc ça, c'est un travail intéressant, y compris avec des côtes longues, où à un moment donné, on fait des côtes qui durent 4, 5, 6 minutes, et on redescend vite aussi. Souvent, grosso modo, on va dire que le temps d'effort de descente, il est des 2 tiers du temps de montée. Voilà, en gros. Hein. Donc, voilà, on fait monter, descente. Et pour dire plus, c'est que j'ai des gens qui veulent faire l'UTMB et qui habitent à Lille. Bon, là-bas, par les corons, il n'y a rien. Ils voient un tas de taupes, ils croient que c'est une côte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et Nathalie Mauclair, elle habite au Mans. Je peux vous dire comment, c'est plan. Hein. Elle a une côte, le maximum qu'elle peut faire, on fait 2 minutes dans la côte. Ben, je fais faire 20 minutes. Et ben, elle fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre pendant 20 minutes. Alors, c'est pas très ludique, hein. Ben, c'est ça ou rien, quoi. Donc, et je suis sûr que le fait de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, c'est un très bon exercice. Donc, bon, voilà, on essaie de s'adapter. Mais, ensuite, il y a d'autres techniques, c'est-à-dire qu'on prend sur des grands... Il faut avoir des côtes suffisamment longues à sa disposition, mais il y a un travail qui est intéressant à faire, c'est on monte, voilà, on fait l'effort en côte, et au lieu de redescendre, on marche pendant 2-3 minutes. On marche, et on repart pour un autre effort. Voilà. Là, la fréquence cardiaque, elle ne va pas retomber, et là, on va se retrouver dans des conditions qui vont se rapprocher énormément de la compétition. Alors, pour les côtes en compétition, ça c'est quelque chose que je voulais, que j'avais marqué hein, parce que je voulais vous en parler. C'est excessivement important lorsque vous faites un trail, lorsqu'il y a une côte, à un moment donné, il faut que dans cette côte-là, si elle monte trop longtemps, trop dur, etc., vous preniez, vous, la décision de marcher, à un moment donné. Et non pas que vous vous mettiez à marcher parce que vous ne pouvez plus courir. D'accord? C'est important, pour plusieurs choses. Lorsque vous vous mettez à marcher parce que vous ne pouvez plus courir, ça veut dire grosso modo vous êtes à votre fréquence cardiaque maximum, c'est dans la zone rouge on va dire, et si vous marchez, vous allez rester dans cette zone rouge. Alors que si vous mettez à marcher alors que vous n'êtes pas arrivé dans cette zone-là, et bien à ce moment-là, lorsque vous allez marcher, vous allez rester stabilisé à ce moment-là. Et puis la deuxième chose, c'est que vous allez bien mieux le vivre si vous vous mettez à marcher parce que c'est vous qui avez décidé de marcher, que si vous marchez parce que vous ne pouvez plus courir, quoi. Je peux dire que psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. À un moment donné, c'est pas un échec, c'est une stratégie. Et on ne le vit pas de la même façon. Vous dites, ben moi, allez, ici, là, je vois que finalement, entre courir et marcher, la dépense énergétique, elle est beaucoup plus importante d'un côté que de l'autre. Et par rapport, qu'est-ce que je gagne? Pas grand-chose, parce qu'après, au sommet de la côte, il faut la repartir pour courir. Et bien, à un moment donné, vous prenez, vous, cette décision de dire, je marche. Et puis, s'il y en a un à côté de vous qui vous double, c'est pas la même chose que si vous êtes obligé de marcher parce que vous ne pouvez plus courir. Parce que vous dites, bah, lui, il est plus fort que moi, et c'est une réalité. Alors que si vous avez décidé de marcher et que lui, il court, vous dites, toi, mon gars, ou madame, la prochaine fois, quand ça va être sur plat, là-bas, tu vas me revoir, toi. Voilà. On le vit totalement différemment. Hein? Autant si on fait une course sur route, si on fait un marathon, si on marche, sincèrement, c'est un échec. Voilà, faut être honnête, quoi. En trail, pas du tout. Hein? En trail, je veux dire, la marche, elle fait partie de la course. Voilà. Et là j'ai fait allusion à un athlète tout à l'heure qui s'appelait Thierry Breuil, qui était au championnat du monde en 2009 avec Thomas à ce moment-là. Et Thierry, son principal handicap, il venait de la route. Hein, Thierry, il était international sur 3000 steps, sur cross, sur toutes les disciplines. Et le problème, c'est que lui, pour lui, marcher, c'était abandonné. Voilà, c'est son mot, ça. Marcher, c'est abandonné. Et je lui ai dit, bah, écoute Thierry, tu deviens un vrai trailer le jour que tu accepteras de marcher. Ça, c'était au mois de juillet.
Et au mois d'octobre, il a gagné les Templiers. Voilà, dans sa tête, il a fallu qu'à un moment donné, il accepte ça. Et lui qui naît de la piste, c'était pas du tout sa philosophie. Mais lorsqu'on fait du trail, il faut quand même... Voilà, la marche, fait partie de la course. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça que c'est des choses qu'il faut que vous travaillez en entraînement. Alors je sais que on n'aime pas bien marcher en entraînement, mais c'est le moment lorsqu'on fait des sorties longues, où je dirais plus les rando-courses. Alors je ne sais pas si tout le monde sait que les rando-courses sont des choses qui durent 3, 4, 5 heures, 6 heures, ça dépend si on prépare, où on n'est pas capable de courir pendant 6 heures, enfin si vous êtes capable, sauf qu'il vous faut une semaine pour récupérer derrière, c'est pas le but. Donc on fait des rando-courses où systématiquement, je dis à mes coureurs, systématiquement, dès que ça monte, on marche. Même si vous êtes capable de courir, c'est pas le but. Hein? Vous courirez lorsque ça sera plat ou lorsque ça redescendra. Mais systématiquement, dans les courses, dans ces rando-courses, il faut marcher. Ça va vous permettre de vous économiser, de faire 4-5 heures sans finir épuisé. Et puis ça va aussi vous apprendre à faire cette transition qui est marche et course. De même que dans le triathlon, ils apprennent les athlètes à faire la transition vélo-natation, enfin vélo-course et natation-vélo. C'est important ça. Et vous le savez comme moi, lorsqu'on est en train de courir et qu'on se met à marcher, là il n'y a pas de problème. On sait faire. Sauf que quand on marche et qu'il faut se remettre à courir, alors là c'est plus compliqué. Hein. Et je suis sûr que vous êtes comme moi hein, dans les trails. Dès que ça se met à marcher, tout le monde se met à marcher. Voilà, c'est systématique. Et après, à un moment donné, ça monte. Quand vous n'avez pas envie que le mec de devant vous il se mette à recourir, parce que vous dites, vous y remettre vous aussi. Hein. Allez, je suis sûr que ça vous l'a tous fait à vous, hein, et ça me le fait à moi. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas pressé que le mec de devant il se remette à courir, parce qu'on dit, s'il se remet à courir, il va falloir que j'y retourne moi aussi. Hein. Donc, je sais, non, mais je connais aussi un petit peu la course. Donc, non, mais je plaisante, mais voilà, il faut vous entraîner à marcher. Parce que marcher aussi, moi ça m'est arrivé dans les courses, où je suis pas un fan de la marche, hein, je le dis. Quand vous marchez, et puis qu'il y a un mec qui marche avec vous, il passe à vos côtés, et puis qu'il avance à une allure, il n'est pas plus fatigué que vous, mais il marche 2 fois plus vite que vous, je peux vous dire que j'avais un peu les boules, quoi. Voilà, il faut... C'est pas... Et ben voilà, la marche, c'est comme le reste, ça s'apprend. Donc, alors on va pas faire des séances que de marche, quoi. Alors même si, hein, si vous avez l'occasion de vous entraîner aussi, de faire de la randonnée en montagne, ben ça c'est un super entraînement, quoi. Et puis ça permet aussi parfois, pour vous les messieurs, d'amener aussi votre femme avec vous, quoi. À un moment donné, de partager aussi ensemble. C'est important ça. Hein, et si vous trouvez qu'elle ne marche pas assez vite, une fois que vous avez fait la marche avec elle, vous la posez en bas et vous partez courir. Voilà, il y a plein et ça c'est du coaching ça. Voilà. Et on a fait quand même, on a partagé des moments ensemble. C'est important ça aussi. Hein, c'est d'autant plus facile, vous les messieurs, les dames vous êtes là, c'est plus facile les dames. Vous les messieurs, si votre compagne, votre épouse, elle vous comprend dans votre sport, je vais vous dire que on a un sacré avantage. Hein. Moi j'ai la chance, la mienne elle court aussi, donc quand, vaut mieux d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup course à pied à la maison, et c'est vrai que quelque part, quand on parle de quelque chose, elle sait de quoi on parle, c'est important. Sitôt que vous arrivez dans une côte, on n'est pas dans le cross-country. Dans le cross-country, en fait, c'est des côtes qui sont très courtes, et quelque part, on se sert de l'élan pour en faire le maximum, quoi. Puis après, on essaye de passer de l'autre côté, quoi. Voilà. Dans le trail, c'est totalement différent. Lorsque vous arrivez au pied d'une côte, il faut que de vous-même, vous coupiez votre rythme, hein, et vous adoptiez le rythme de la côte. Et non pas continuer sur la lancée, là, et puis essayer de monter le plus vite possible. Il faut vraiment que ce soit toujours une démarche volontaire de votre part. Stop, ici ça monte, donc maintenant je réduis ma foulée, et je monte, soit en courant, soit en marchant. Mais vraiment au pied de la bosse, on ne cherche pas à courir, à profiter de la descente pour continuer. Hein, c'est vraiment, on stoppe, enfin on stoppe, on s'arrête pas, hein, mais voilà, ici ça monte, maintenant je change de foulée, voilà, je prends mon rythme de la côte. Ça c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, bon après, il y a plusieurs techniques pour notamment lorsqu'on... Alors, il y a aussi l'utilisation des bâtons. Hein, j'ai fait juste une petite parenthèse sur les bâtons. Je pense que c'est vraiment un super outil. Hein. Donc utilisez-les. Hein, ça va vous permettre d'aller plus vite et surtout de vous économiser. Voilà. Sauf qu'on ne prend pas les bâtons le jour de la compétition. Comme le reste, hein, vous n'allez pas faire une compétition si vous n'avez pas couru. Et bien là c'est la même chose avec les bâtons. Avec les bâtons, il faut s'entraîner avec
pour être capable ensuite de bien les utiliser. Sinon, ça devient un handicap. Donc pensez bien à ça. Pour les techniques de descente. Alors, la technique de descente, c'est trop... la technique de descente, en fait, il faut aller contre nature. Qu'est-ce qu'on fait quand on descend? L'instinct de survie nous fait plutôt nous pencher en arrière, parce qu'on a peur de tomber. Or, en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faudrait, alors c'est de la théorie ce que je vais vous dire, mais il faudrait que votre corps soit perpendiculaire à la descente. Nous, aujourd'hui, quand on descend, on est plutôt dans cette position-là. Là, c'est mes pieds, là, c'est la tête. Là. On est plutôt comme ça, parce qu'on a peur de descendre. Or, en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut au contraire se pencher en avant pour être, au lieu d'être comme ça, essayer d'être perpendiculaire à la descente. Alors, ça paraît... Alors, pour vous entraîner là-dessus, il faut bien entendu commencer sur des descentes qui ne sont pas très pentues. Parce que voilà, l'instinct de survie fait qu'on n'a pas trop envie. Mais pensez bien qu'au lieu de vous pencher en arrière, parce que lorsque vous penchez en arrière, regardez, on est raide et on tape avec le talon. Et là, on est ébranlé du bout du talon jusqu'au sommet de la tête. Si à l'inverse, vous penchez en avant, et bien au contraire, c'est l'avant-pied qui va servir de... Et votre cheville va servir aussi d'amortisseur. Et il n'y aura pas ce phénomène d'être complètement cassé lorsque vous arriverez en bas de la descente. Et, deuxième chose, lorsque vous allez vous pencher en avant, si je me penche là, comme ça, à un moment donné, je mets mon pied pour ne pas tomber. Et bien ça veut dire que vous allez raccourcir votre foulée. Et plus votre foulée sera courte, plus elle sera donc fréquente, vous en ferez plus, mais à chaque fois l'impact il sera moins important. Qu'alors que si vous êtes penché en arrière, vous allez faire des grands pas. Et avec ces grands pas, c'est hyper traumatisant. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que plus vous ferez des grands pas, plus à un moment donné, vous allez être posé sur un appui, après poser sur un autre. Alors que si au contraire, vous avez fait des petits pas, vous allez les faire tac, 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 tac. Hein? Et l'avantage, c'est que si votre pied, ça se dérobe dessous, parce que souvent quand on descend, on est sur un petit caillou, ça glisse, etc. Si vous avez des petites foulées, vous avez une chance d'être déjà parti sur votre appui et auquel cas on s'en tire. Si vous posez un pied, après vous êtes en l'air et vous allez poser l'autre, si celui où vous avez posé le pied, il se barre, ben là vous êtes par terre. Donc pensez bien, mais pour ça, entraînez-vous dans des descentes pas très pentues, et moi je vous dirais dans des descentes sur une route goudronnée, où on n'a pas besoin de se préoccuper de regarder où on va mettre les pieds, quoi. Hein? Et vous essayez, vous descendez normal, comme ça, et puis vous faites une descente après en faisant ce que je vous ai dit. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup plus de petites foulées, au final vous allez plus vite, et quand vous arrivez en bas, vous serez moins fatigué. Donc pensez bien. L'autre technique aussi, c'est d'écarter légèrement les bras. Hein? L'équilibriste, lorsqu'il marche sur son fil, il écarte les bras. Ça stabilise. Ça vous stabilise, et puis deuxièmement, si vous tombez, vous avez déjà les bras qui sont tout prêts à toucher par terre. Et puis entre nous, ça empêche les autres de passer derrière. Vous le dites pas. Et autre chose aussi, c'est d'essayer d'avoir une lecture. Il ne faut surtout pas regarder vos pieds. Voilà. Hein? Parce que si vous regardez vos pieds, vous ne voyez pas au plus loin, c'est mieux de passer. Parce que contrairement à la course sur route où on court, on dit la trajectoire la plus courte, ben, il faut la prendre. En trail, c'est pas vrai. Parfois, il vaut mieux faire un petit écart sur le côté, alors qu'on va tourner à droite. Il vaut mieux aller chercher à gauche, parce que le chemin est bien meilleur. Donc, essayez d'avoir une vision le plus loin possible. C'est pour ça que des gens comme Sylvain ou comme Maud sont forts en descente, parce que Sylvain, il vient du VTT, et en VTT, on ne regarde pas la roue, on regarde où on va passer 20 mètres plus loin. Et Maud, ben, elle était en équipe de elle était au port de l'équipe de France Jeune en ski de descente. Quoi. Donc en ski de descente, je peux vous dire, on regarde pas le pot des skis, on regarde où c'est qu'on va passer avec les portes. Hein. Et ils ont cet avantage, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu naturel chez eux. Donc essayez de lire le plus loin possible. Hein, ça va vous permettre de voir qu'à cet endroit-là, il y a 2 ou 3 cailloux, il vaut mieux éviter, il vaut mieux passer là. Quoi. Ça va vous permettre de voir aussi qu'il y a une branche et qu'il faut faire attention. Alors que si vous regardez vos pieds, la branche, vous ne la voyez pas, vous l'avez pris en pleine tête. Quoi. Essayez d'avoir une vision le plus loin possible. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut travailler à l'entraînement. Et là, autant je vous ai dit tout à l'heure, on peut travailler en endurance, on peut faire beaucoup d'endurance, lorsque vous allez courir en nature, et lorsque vous trouvez une descente. Ben, de toute façon, la fréquence cardiaque, elle ne va pas monter. Donc, entraînez-vous, laissez-vous aller à courir vite dans les descentes.
parce que ça ne sera pas d'entraînement, c'est pas du fractionné, c'est simplement vous apprendre à courir plus vite et surtout ne pas avoir peur, parce que c'est ça en fait qui fait la différence. Les gens qui ont peur, ben, c'est ceux qui tombent, et c'est ceux qui vont le moins vite. Ceux qui vont le plus vite, et ben en fait, ils volent quoi. Allez, une petite anecdote, en 2015, au championnat du monde, on a fait le stage, puisque les championnats du monde étaient à la Maxi Race, là-bas à Annecy, on a fait le stage dans une montée qu'en fait, le jour de la course, ils allaient descendre. Mais je connaissais, j'ai dit là, ça va monter. On a fait 12 minutes vite, et redescendu vite. 10 minutes, 8 minutes, et récupéré 2 minutes encore. Donc ils montaient vite. Bon, sincèrement, moi j'étais au milieu de la montée, je voyais des gens qui se baladaient, je me disais faites gaffe, il y a des mecs qui passent. Bah oui, on les a vus. Hein. Mais c'était pas impressionnant. Bah, ils montaient, je veux dire, voilà, je montais 3 fois moins vite qu'eux, quoi. Mais c'est pas impressionnant. Et par contre, quand ils descendaient, ils posaient pas les pieds par terre. Et là, quand on était dans, je vous jure, c'est vrai ça, quand on était dans la séance, on avait 9 filles, 9 garçons. J'ai dit, Philippe, t'es fou de leur avoir fait ça. Parce qu'il va y avoir forcément des blessés, quoi. Et là, un miracle, on n'a pas eu. Mais ils étaient 18, et ils ont fait ça 3 fois chacun. Et je vous jure, ils posaient, enfin, ils ne posent pas les pieds par terre, j'exagère, mais à l'allure où ils vont, ils n'ont pas le temps de regarder où ils mettent le pied. Ils le mettent là où ils se trouvent. C'est pas grave, leur appui il est tellement bref qu'en fait, même si ils le posent sur un truc, sur un bout de bois, sur n'importe quoi, c'est pas grave, ils sont déjà partis sur un autre. Autant que j'étais pas impressionné quand ils montaient, hein, Julien, bon, il monte à... Bah oui, ça montait comme ça, il monte à 12 à l'heure quand même, quoi. Mais bon, c'est pas impressionnant. Mais par contre, quand ils descendent à 20 km/h, dans des trucs à déroger, plus si on trouve le chemin, là, ça nous scotche, quoi. Donc, la descente, c'est quelque chose quand même qu'il faut bien maîtriser. C'est le jour que vous aurez maîtrisé la descente, vous serez beaucoup plus performant. Et tout le monde me parle des côtes, et c'est pas ça l'effet limitant, c'est pas la côte, c'est la descente. C'est une certitude. Comment on planifie une saison? Déjà, on réfléchit à la saison qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Mais il faut être objectif, hein. Faut pas se voiler la face et se mentir. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a mal marché? Sur quel type de cours j'ai été le plus performant? Sur du long? Sur du court? Sur du moitié-moitié? Il faut faire une analyse saine. Ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, on dit voilà, maintenant, la saison que je veux faire, la prochaine, je vais la définir comme ça. En sachant, en ayant le recul de la saison d'avant. Une fois qu'on a fini cette saison, on récupère bien. Ça, c'est essentiel. Tous les athlètes, pendant 3 semaines, ils font rien. Il faut, c'est pas marrant, hein, parce que quand on repart, on est bien moins fort que quand on a arrêté. Hein. Mais quelques mois plus tard, on est beaucoup plus fort. Alors, mais ça, il faut l'accepter. À un moment donné, de repartir d'en dessous de ce qu'on était. Hein, ça, c'est important. Et puis, essayer d'établir 2-3 objectifs dans sa saison. J'ai bien dit 2-3, on n'est pas capable. J'y reviendrai aussi sur le pic de forme. Moi, je suis pas capable toujours. Alors, peut-être qu'ils le sont, moi pas. Je ne suis pas capable d'amener des athlètes avec des pics de forme plus de 2 fois, allez, 3 fois dans une saison maximum. Je ne sais pas faire. Il faut à tout prix, quand on va sur un événement, un objectif, on va dire, et je pense qu'il faut que vous fixiez un objectif. Alors, bien sûr, si vous faites du 10 bornes, vous pouvez en faire plus, hein, voilà. Mais si vous faites des courses de 50, 60, 70 bornes, je dirais 2 objectifs dans la saison, c'est bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que 2 courses, hein, mais les autres courses, elles rentreront dans le cadre de la préparation de cet objectif. Là où vous voudrez être le meilleur. Pas le meilleur des autres, hein, le meilleur par rapport à vous-même. Donc, c'est un petit peu... Enfin, non, ça ne répond pas à ta question encore. Attends. Donc, pour arriver à un objectif, à une pique de forme, il faut faire ce qu'on appelle un développement général. C'est-à-dire où on va travailler plus à développer sa vitesse. Hein, et ça, je dirais, quelle que soit la discipline que l'on va faire derrière, c'est un petit peu la même chose. Mais, pas tout à fait, mais pratiquement. Que l'on fasse du cross, que l'on fasse du 10 km, du marathon, du trail, cette préparation générale, elle est un petit peu identique pour tout le monde. C'est on développe sa vitesse. Hein, on fait peu de sorties très longues, une fois de temps en temps, mais pas trop. Mais surtout, on essaie de développer sa VMA, pour ceux qui connaissent, sa vitesse de base, on va dire. Voilà. On essaye de travailler ça. Une fois qu'on l'a porté à son maximum, eh bien, on va passer dans une deuxième phase qui s'appelle le développement spécifique. Et là, je réponds à ta question. Le développement spécifique,
ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est spécifique par rapport à la distance que vous allez préparer. Il est évident que cette préparation-là, elle n'est pas pareille pour un gars qui va faire du 10 bandes sur la route que pour un gars qui va faire du TMB. Voilà. Donc on essaye de coller par rapport à l'objectif qu'on va faire. Si on va faire effectivement des courses de 10 km, on ne sera peut-être pas obligé de dépasser des sorties d'1 heure. Si on va faire l'UTMB, eh ben, il va falloir faire des choses beaucoup plus difficiles. Et puis surtout, la différence entre les 10 km et l'UTMB, certes le temps de course, il y a le dénivelé. Donc on va s'entraîner dans des... Comme c'est du spécifique, ça porte son nom, on va essayer de s'entraîner dans des conditions le plus proches possible des conditions que tu vas trouver le jour de la course. Et là, je réponds à ta question. Si tu fais du trail urbain, eh ben, tu viens à Saint-Martin-en-Haut. Je suis allé chercher mon pain tout à l'heure, là-haut, et je peux te dire qu'est-ce qu'il faut pour s'entraîner là. Donc, voilà, c'est une plaisanterie, mais voilà, on essaye de coller le plus possible aux conditions de course que l'on va retrouver le jour de la compétition, qu'on a décidé d'en faire un objectif. Voilà. Donc, si le gars qui va faire du marathon, il va faire plutôt des 3000, des 4000, des 5000 sur une route et relativement plat, puisqu'en principe les marathons sont plats, celui qui va faire un trail de haute montagne, bah, il va essayer d'avoir des conditions identiques à la haute montagne. Et y compris, je parle de la haute montagne, pour l'altitude. Ça aussi, c'est important pour ceux qui vont faire des courses en montagne, parce que souvent ils vont passer sur des sommets peut-être qui vont faire autour de 3000 mètres. C'est important d'y avoir été. Pas forcément en course d'ailleurs, ce que je vous expliquais tout à l'heure en rando hein, aussi, hein, pour justement s'habituer à cet effet d'altitude, qui a un effet qui peut être assez pervers pour ceux qui ne le supportent pas. Il y en a certains, ça leur fait rien, mais ça, il n'y a que Cantonier qu'on sait. Quoi. Alors les escaliers, ben, c'est bien d'en faire, mais moi je dirais les escaliers, c'est bien dans la partie, la préparation, je dirais, générale. Après, quand on est dans la préparation spécifique, hormis, quand, comme votre collègue il a dit, quand il veut faire un trail urbain, où effectivement, moi j'ai fait Lyon, là, au mois d'avril, où il y a des escaliers de partout, bah oui, là c'est intéressant d'en faire. Mais si l'objectif il est le trail en général, un trail en nature, à moins de ne pas avoir de côte, auquel cas, ben voilà, c'est une solution de repli. Mais si tu as des côtes, je dirais que les montées d'escalier, c'est quelque chose de plus à garder dans le cadre du développement de sa mémoire, de sa vitesse. Hein, où là, tu vas monter beaucoup en fréquence cardiaque et ça ne va pas durer pendant longtemps. Voilà. Mais bien sûr que c'est un travail intéressant. Et c'est un travail que, surtout qui est encore plus intéressant pour ceux qui n'ont pas de côte. C'est d'autant plus intéressant. Des fois, on arrive à trouver dans un stade, on peut trouver même... ceux qui habitent, qui ont une tour pas loin de chez eux, ben, on peut monter jusqu'au sommet. Quand on a que ça, ben, c'est déjà pas mal. Quoi. Donc voilà, le travail d'escalier, je le mettrai plus dans la phase de développement général, sauf si tu pars sur un trail urbain où il y a beaucoup de marches, ben, effectivement, il faut les préparer. Sur un trail, à quelle fréquence cardiaque il faut faire le trail? Donc c'est très difficile à te répondre parce que entre le moment où tu sors sur du plat et le moment où tu vas monter, si je te dis tu fais à 80% de fréquence cardiaque, quand tu vas monter, tu vas marcher tout le temps. Voilà. Et puis sincèrement, autant je pense que le cardio-fréquence-mètre ou tous les outils que l'on peut avoir, ils sont intéressants en entraînement, autant en compétition, c'est pas bien de les utiliser. Pour plusieurs raisons. Parce qu'à un moment donné, tu vas te voir que tu es dans le rouge, ça va te faire peur et tu vas arrêter de courir. Déjà, tous, vous avez déjà mis un dossard sur votre poitrine, vous êtes sur la ligne de départ. Si vous prenez votre fréquence cardiaque, elle est déjà comme si vous étiez en train de courir. Le stress, hein, je crois que tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein, allez, entre nous, là, vous allez tous obéir beaucoup plus le matin de la course qu'en temps normal. Bon, il y a des phénomènes qui se mettent en place qui font que tes repères de d'habitude, ils vont être faussés. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas l'utiliser. C'est un super outil pour l'entraînement. C'est surtout un super outil parce que ça évite de faire des bêtises. Mais après en course, après à un moment donné en course, faut se lâcher quoi. À un moment donné, et je crois que c'est une des particularités du trailer, c'est qu'il doit super bien se connaître. Et à un moment donné, il doit être capable de dire, bah là, je commence à être dans le rouge, il faut lever le pied un peu, quoi. Voilà. Il faut apprendre Moi, je pense que c'est ton cardio, c'est pas lui qui va courir. Ce qui va courir, c'est tes jambes, ton cœur et ta tête. Le cardio, c'est qu'un outil qui est là en plus pour t'aider. Mais
aujourd'hui, alors je sais, commercialement, aujourd'hui, on voit plein de choses sur les... Voilà, on nous explique que c'est un outil idéal, mais c'est pas lui qui court. Le cardio, il court pas, hein, j'ai jamais vu ça, moi. Donc, c'est vous qui allez courir. Donc, à un moment donné, c'est un outil, mais le problème, il ne faut pas y être complètement inféodé, quoi. Je vois trop de coureurs qui, en permanence, passent leur temps à regarder leur montre, quoi. Enfin, leur montre ou leur cardio, quoi. Ah, non, on prend plus de plaisir, quoi, je veux dire. À un moment donné, tu sais, tous les coureurs africains, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas tous ces outils. Alors, je parle des coureurs africains, mais des coureurs qui étaient de ma génération, il y a longtemps, on n'avait pas tous ces outils. On courait quand même, hein. On courait, allez, aussi vite que maintenant. Je pense que... tu sais, quand on regarde les coureurs de 10 000, ce qu'ils faisaient, nos coureurs de 10 000 français, ce qu'ils faisaient dans les années 70, et ce qu'ils font aujourd'hui, ouais, ils étaient presque aussi forts à ce moment-là. Et pourtant, il n'y avait pas des pistes comme on a maintenant, il n'y avait pas des chaussures comme on a maintenant, il n'y avait pas, tout le monde n'avait pas son staff technique, son staff médical, son staff, etc. Et on faisait des performances qui étaient du même niveau presque aujourd'hui. Donc, voilà, il faut... Voilà, moi, tous ces outils, c'est un plus, mais il faut que ça reste outil, hein, et pas que ça soit eux qui vous commandent, quoi. C'est bien l'inverse, c'est vous qui le mettez, c'est vous qui décidez, et voilà, il ne faut pas aujourd'hui être complètement sous l'emprise de ces outils. Voilà. La course à pied, ça doit rester quelque chose de naturel, et la notion de plaisir doit faire que, à un moment donné, même si ton outil dit, ouais, attention, tu te mets dans le rouge, là, si toi tu as envie d'y aller de temps en temps, bah, tu y vas. Voilà, il faut... Voilà, c'est pour ça que je ne réponds pas à ta question, c'est pas sympa ce que je fais là, mais je te réponds comme je le ressens. Une dernière petite remarque, Philippe, on a 2 petits genoux ici au Trail des Coursières qui ont besoin un petit peu de conseils. C'est eux qui vont donner, là. Oui, alors, je sais pas, ils ont peut-être des questions, mais moi, je pense que c'est eux qui vont m'apprendre des choses plutôt que moi, hein, non? Ce jeune homme, il y a quelques années, il nous a dit, je voulais courir, il a couru le 48 km, et à quel âge? C'était 83, enfin 84. Je pense qu'on peut déjà pas mal l'applaudir. Alors il ne s'est pas arrêté là. Il est comme tout le monde, il a des problèmes, etc. Mais il continue à courir. Et récemment, il vient de faire le Puy-Firminy en course. Oui, enfin en course. Course, mais il a une catégorie randonneur. En 13 heures et quelques. Et à l'époque, tu avais quel âge? 84. Tout ça, comme tout le monde, c'est pas. Ils ont des problèmes de âge, etc. Mais malgré tout, grâce au sport, ils arrivent à repartir. Et je pense que c'est pas des gens exceptionnels. Toute leur vie, ils ont eu la volonté de faire de l'activité physique à leur niveau. Et voilà. Tout ça pour dire que l'activité physique, quand elle est bien menée, même en vieillissant, même ayant des problèmes de santé, on arrive à faire des choses qui nous plaisent et qui permettent de mieux vivre par rapport à d'autres. Je suis bien d'accord avec toi, hein, de toute façon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de rester un petit peu jeune dans sa tête, entre guillemets. Mais bon, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais bon, il faut essayer de marcher. Moi, je ne cours plus, là, je vous signale, je ne cours plus, ça fait 1 an et demi. J'ai fait moi, je vais avoir 79 ans, là, à la fin du mois, là. L'espoir. Ouais, non. J'ai commencé à courir à 60 ans, parce que j'avais une activité professionnelle qui ne me permettait pas, j'étais charcutier à mon compte, alors j'ai fait l'andouille, c'est tout, mais je ne courais pas. Et puis donc je me suis mis sur les marathons, et puis les marathons, après c'était les trails, les marathons j'en ai fait, je sais pas, 25 à peu près, dans New York, parce que New York, bon, je fais la même distance avec les autres, mais bon, il faut y aller quand même.
Puis autrement, la Saint-Élion, j'ai fait la montée d'Alpe d'Huez à 70 ans, là. En courant, les 21 virages, enfin, c'était assez costaud quand même. Et puis autrement, trail de Dombes, j'ai couru un peu de partout. Un peu à l'étranger aussi, sur les marathons. Et là maintenant j'arrête, mais je fais beaucoup de marches. On est parti 15 jours à La Réunion et on a fait un petit peu la diagonale des fous. Là, j'ai pensé à Georges, à tous les collègues qui ont fait la diagonale en courant. Et moi, j'en ai fait une partie pour tout, hein, bien sûr. Et alors donc, voilà, le principal c'est de continuer tant qu'on peut, pourvu que ça dure. Voilà, merci. Pour le deuxième jeune homme, qui est toujours en forme, il a commencé le sport après la guerre. C'était la période où il y avait l'engouement pour les courses en montagne, etc. Et alors après, voilà, et après il a découvert la course, il a fait sa première Saint-Élion à 70 ans. Et il continue. C'est pour ça que bien gérer le sport est très bon à la santé. C'est des gens qui sont normaux, qui ont simplement fait ce choix et on devrait les mettre en avant. L'hygiène de vie, oui, mais quand on veut finir une course, en général, on s'applique à tous les niveaux. Bravo, messieurs. Philippe, merci beaucoup pour tout. On attend juste la femme du président qui devait encore. Voilà, on va juste t'offrir. On t'offre juste un petit cadeau de produits locaux. Et puis pour ton hygiène de vie, n'oublie pas le gobelet Trail des coursières. Alors, l'année dernière, j'ai couru, j'ai fait le 15 km. L'année dernière, j'ai couru, j'ai fait le 15 km. Demain, je vais certainement me faire moins plaisir, parce qu'il y a les championnats de Loire de cross. Comme je fais partie d'un club, je suis obligé d'y aller. Donc moi, demain, je vais me battre pour ne pas être dernier. Regardez pas les résultats hein, sur les journaux. Mais bon, voilà, ça m'aurait fait énormément plaisir de venir courir demain. Voilà, c'est que partie remise. Ce que je vous ai dit, si là on commence à être un peu tard, donc peut-être il faut aller vous coucher, parce que vous savez, c'est ce qu'a dit tout à l'heure les deux collègues qui étaient ici là. Pour aller loin, pour aller haut, il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie. Alors quand je dis l'hygiène de vie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lâcher pour faire la fête. Hein. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, il faut faire quand même attention. Le repos, ça fait partie de l'entraînement aussi. De ne pas faire n'importe quoi, fumer. Alors je pense que parmi vous, il n'y en a peut-être pas beaucoup, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ça n'empêche pas de boire un verre de vin rouge, de se faire plaisir, hein, c'est pas ça. Hein. Mais quand même de faire attention à son hygiène de vie. Et ça, à la fois dans la performance, dans votre propre performance, mais aussi dans la durée. Je pense que ces gens-là, comme le monsieur qu'on a vu qui a 105 ans, là, qui vient de battre le record du monde là, sur le vélo, c'est des gens qui n'ont jamais fait des excès, quoi, qui ont vécu une vie normale comme tout le monde, mais s'ils avaient tous les week-ends, s'ils avaient passé leur samedi soir dans un bistrot à rentrer sous tous les samedis soirs, je ne suis pas sûr qu'il serait sur son vélo et je ne suis pas sûr que nos deux collègues ils pourraient être à côté de nous pour nous parler comme ça. Donc c'est important. Et puis aussi c'est important, je pense, pour éviter les blessures. Voilà, c'est plus terre à terre, vous comprenez mieux là en ce moment, parce que vous êtes jeunes donc vous ne comprenez pas trop ce qu'on dit là. Mais c'est important pour limiter les blessures. Je pense que l'hygiène de vie est quelque chose d'important. Non plus, alors c'est pas le cas dans les coureurs, hein, mais le surpoids c'est vraiment quelque chose qui est... alors certes ça influe sur la performance, mais bon on s'en fout de la performance. Mais surtout ça peut vous créer vous avez des blessures, une usure prématurée de vos tendons, de vos articulations. Qui à un moment donné, vos articulations elles ont été faites, conçues à un moment donné pour... c'est ce que j'expliquais avec les gènes tout à l'heure, elles ont été faites pour une personne de 60 kg. Et puis si vous en faites 90, et à un moment donné, c'était pas fait pour quoi. Alors si en plus de ça, vous courez, vous faites du sport, il y a des chocs, etc., qui vont faire que vous aurez une usure prématurée des cartilages, etc., et finalement, vous allez faire un vilain vieillard, quoi. Donc c'est pas le but.
Je pense que l'hygiène de vie, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer d'entretenir pour que vous puissiez vous faire plaisir et puis surtout vous faire plaisir le plus longtemps possible. Voilà, je crois que comme j'ai compris, là, Eric, il voulait qu'on conclue. Déjà, je vous remercie parce que c'est rare que j'ai autant de monde dans une intervention. Ça montre tout votre engouement. Surtout que vous êtes venus spécialement parce que la course est demain, donc c'est sympa de votre part. Moi, je suis avant tout un passionné. Mon expérience, je l'ai surtout faite sur le terrain parce que moi, c'est ma philosophie. Je pense qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, je vous ai tenu un discours. Allez, peut-être dans 2 ans, je ne vous tiendrai pas le même. Je vous aurais peut-être pas tenu celui-ci il y a 2 ans. Parce que aussi, moi aussi, j'évolue au fil du temps. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas figé. Je pense que si je me disais, moi je sais, parce que j'entraîne tel athlète, il est bon, tout ça, donc je sais, je pense que j'évoluerai plus. Je pense qu'il faut toujours, au contraire, apprendre des autres. Moi, les questions que vous me posez, ça m'intéresse aussi parce que mon problème, c'est que je suis souvent avec des gens du haut niveau. Et donc, à un moment donné, on est un petit peu, il n'y a pas trop d'hommes politiques là, on est un petit peu comme les hommes politiques, c'est qu'on est dans notre petit monde, dans notre petite sphère, et on oublie qu'il n'y a pas que nous, quoi. Et puis à un moment donné, on est entre nous, on discute, là, tout ce qui est au niveau, et puis à un moment donné, on croit que tout le monde pense comme nous, et puis à l'image des hommes politiques, à un moment donné, ils avancent, ils se retournent, et puis ils s'aperçoivent que derrière, il n'y a plus personne, quoi. Tout le monde les a abandonnés, parce que personne n'a compris ce qu'ils disaient. Donc ça me fait plaisir d'être aussi parmi vous, parce que vous êtes des gens comme vous, comme moi, comme tout le monde, et vous avez une passion qui est la course à pied, et on a au moins ce point en commun, certainement d'autres, mais d'avoir cet amour pour le sport, et puis pour le trail, je pense que pour beaucoup d'entre vous, et ça me fait super plaisir, parce que c'est quand même une discipline, je ne vais pas dire que c'est la reine, parce que j'espère qu'il n'y a pas des courses sur route chez vous, mais ouais, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Alors, au-delà du trail, je dirais la course en nature. Voilà, je pense que ça permet de voir aussi de la nature, de découvrir des choses, et ça permet aussi, moi je vois quand je cours, que je suis tout seul, j'évite parce que je préfère courir en groupe, moi. Mais quand je suis tout seul, souvent ça me permet de réfléchir à des choses que j'aurais jamais fait si j'étais pas dans l'effort. Voilà, donc je pense que peut-être vous, ça vous fait la même chose. Souvent, j'ai eu des grandes idées, alors j'en ai pas tant que ça, faut pas non plus. Mais quand j'ai pensé à certaines choses, il y a des courses qui sont nées dans ma tête, j'étais en train de courir tout seul, et il me semble qu'à un moment donné, effectivement, on a l'esprit plus ouvert, le cerveau qui est en ébullition aussi, certainement, et on arrive à avoir des idées, alors parfois des bonnes, parfois des mauvaises aussi, mais il me semble que souvent, lorsqu'on est dans l'effort, on arrive à avoir des idées, et puis qu'on essaye de mettre en place par la suite. Voilà, donc Eric il a dit stop, on arrête. Donc moi je reste là encore un petit moment. Si vous voulez venir me poser des questions, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous me croisez sur les courses, parce que j'y suis quand même assez souvent. Venez me parler, venez me poser des questions, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des questions auxquelles je suis capable de répondre, d'autres pas forcément. J'ai pas la science infuse. Et si je suis pas capable, je vous le dirai. Alors, je vous dirai pas, écoute, madame, parce que je sais pas quoi te dire. Je vous donnerai quand même quelques orientations. Mais il y a certaines questions que je me pose et que j'ai pas la réponse, je l'aurai peut-être jamais. Ou peut-être que vous l'avez et que moi je l'ai pas. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, ça me fait plaisir. Et si je peux vous apporter un petit quelque chose, je le fais très volontiers. Donc voilà, je souhaite une bonne course demain à l'équipe des coursières, à tous ceux d'entre vous qui vont courir demain ou d'autres fois. Je vous souhaite une bonne saison à tous. Avec tout ce qu'on vient de dire, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, écoutez, c'est aussi encore la période des vœux, donc je vous souhaite à vous et tous vos êtres qui sont chers une très bonne année 2017 sur le plan sportif, mais comme je l'ai fait depuis le début, aussi sur tous les autres plans.
Je le répète, pour avoir des performances, de bonnes performances, il faut être bien dans sa tête. Et être bien dans sa tête, c'est être bien dans sa famille, c'est être bien dans son travail. Voilà, c'est un tout. On ne peut pas sortir une chose du contexte général. Voilà, j'espère vous avoir fait passer quelques messages. Et puis, je vous remercie.